Il est 19h45, Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité, l'antenne satellite de Gandoul subsistera aux travaux de Sonatel, assurance des responsables de la société après l'alerte du fondateur Alassane Dialindiaï, soucieux de la préservation de la mémoire pour les générations futures. Les déchets électroménagers retrouvent une seconde vie avec Ibrahim Gueye, un ancien fonctionnaire avec qui vous ferez connaissance avec le portrait dressé par Abdourahman Ly. Cela fait 125 ans que Serigne Touba a été contraint à l'exil au Gabon par les autorités coloniales françaises. Le jour commémoré d'habitude par la prière de 2 rakas à Saint-Louis par de nombreux talibés. Cher Sall reviendra sur l'historique de cet événement dans ce journal. Et puis, boom des cliniques privées, solution aux problèmes. Voilà la une du quotidien L'Info qui intéresse votre rubrique hebdomadaire. L'article de la semaine, ce sera l'affaire de El Hadj Malick Cissé. Ensuite, le développement. Dakar sous les eaux, ce début de week-end, plusieurs rues de la capitale ont des allures de rivière comme sur ces images. Évitez de vous déplacer sur l'axe Rudis, canal face à hauteur du lycée Blaise Diagne. La pluie tombe depuis pratiquement la fin de matinée. Traversée du désert des taximans, les versements quotidiens sont difficiles à rassembler en ces périodes entre mauvais état des routes et limitation du nombre de passagers à cause du coronavirus. Les chauffeurs de taxi n'en peuvent plus, dénonce-t-il un reportage de Bintaba et Mustafa Gueye. En cette période d'hivernage, certains chauffeurs de taxi rencontrent des difficultés pour accéder à des quartiers inondés, dont les voies d'accès sont barrées par des habitants. En plus de cela, les habitants de certains quartiers comme Cambérène barrent souvent la route. Et d'ailleurs, j'étais obligé de dévier finalement. Le client s'est montré clément et a rajouté 1000 francs sur le prix convenu. Samba Sow dit avoir perdu 2 heures de temps parce qu'il est obligé de faire un détour à cause des mauvaises routes. J'ai quitté chez moi vers 4 heures du matin et la route était barrée. J'étais obligé de sortir de ma voiture pour enlever les pierres, pour me créer un passage. Pour Ousmane Diagne, conduire en cette période de pluie, c'est la croix et la bannière. À Thiawlène, les routes sont presque barrées et personne ne dit rien. Vraiment, nous chauffeurs de taxi, cette situation nous dépasse. Avec la Covid-19, nous payons des assurances pour 4 personnes alors qu'on ne doit transporter que 3 clients. C'est anormal. Les chauffeurs de taxi dénoncent le mauvais état des routes et leurs conséquences. S'y ajoute la pandémie qui dicte sa loi avec les mesures de limitation du nombre de clients. Alassane Dialindiaï est le fondateur de Sonatel en 1985. Depuis quelques années, il s'est retiré de la vie publique, mais depuis quelques jours, il est sous le coup des projecteurs. Il a écrit une lettre au directeur général de la Sonatel pour protester contre le démantèlement de l'antenne satellite de Gandoul, Makhtar Gueye, Babacar Fall et Mustafa Gueye. 5 fois ministre sous le régime socialiste, Alassane Dialindiaï est le fondateur de la Sonatel, structure qu'il a dirigée de 1985, date de sa création, à l'année 1988. Depuis quelques jours, la sauvegarde de l'antenne satellite de Gandoul à Sébikotane est devenue sa principale préoccupation. Cette lettre ouverte, adressée au directeur général de la Sonatel depuis quelques jours, est révélatrice. Gandoul, une histoire qu'il connaît par cœur. L'antenne de Gandoul, c'est une antenne de télécommunication par satellite. Et c'est la première construite sur le continent africain. Au début des années
1970. Elle était construite sous l'égide d'une entreprise qui s'appelait Télé Sénégal à l'époque. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a été mise en service officieusement début 72 en février-mars et officiellement elle a été inaugurée le 5 avril 1972 par le président Léopold Sédar Senghor. Une antenne satellite qui a révolutionné les télécommunications. Jusqu'en début 72, les télécommunications internationales du Sénégal, c'est-à-dire les téléphones, téléx, etc., passaient par ce qu'on appelait à l'époque des ondes décamétriques, des ondes radio décamétriques, et qui fluctuaient avec le temps. Il y a des jours où on pouvait téléphoner à l'extérieur, d'autres jours on ne pouvait pas. Et du jour au lendemain, avec la mise en place de l'antenne, c'était terminé. Donc les Sénégalais pouvaient téléphoner à l'extérieur sans aucun problème. Et nous pouvions recevoir la télévision de cours qui venait du monde entier, d'Europe, d'Amérique, etc. C'est ainsi d'ailleurs qu'à l'inauguration, nous avons transmis en direct le président Pompidou de l'Élysée et qui téléphonait au président Senghor qui était installé à Gandoul. Aujourd'hui, avec la miniaturisation des antennes satellites et l'avancée technologique, il propose la création d'un musée des télécommunications. C'est une bonne idée d'essayer de mettre en place un musée de télécommunications. La première antenne de télécommunications par satellite a été installée en Bretagne, à Ploemor-Bodou. Et les Français n'ont pas démonté Ploemor-Bodou. Il y a une antenne beaucoup plus vieille que Gandoul. D'autres générations, il y a une antenne qu'on appelle une antenne cornée. C'est la première génération d'antennes. Mais l'antenne cornée, qui est une vieille technologie, elle est toujours à Ploemor-Bodou. Bien entretenue et même protégée par un dôme. Et tout autour, il y a un ensemble d'antennes qui sont installées là. Nous avons contacté la Sonatel. La cellule de communication a réagi. Elle constitue aujourd'hui une menace du fait de sa vétusté et doit donc être démontée pour des raisons de sécurité. Toutes les dispositions sont prises pour préserver pendant l'opération de démontage en cours des parties qui n'ont pas été endommagées, ce qui permet d'envisager un remontage de ces éléments sur un autre site pour sauvegarder la mémoire de ce site. En visite de travail à Mbao, le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime a eu l'occasion de constater les difficultés des acteurs de la pêche de cette localité. Au premier plan, le chantier du site de transformation des produits halieutiques dédiés aux femmes. Babacar Seck, reportage. Plusieurs doléances, dont l'achèvement du site de transformation des femmes, ont été présentées au ministre de la Pêche et de l'Économie maritime par le maire de Mbao qui parlait au nom des acteurs de la pêche. Tous ces pêcheurs, toutes ces pirogues qui sont là, qui sont obligés de débarquer à Yarach, à Rufisque, à Mbour, à Kafountine, en Gambie, parce que justement nous n'avons pas de quai de pêche. À ce même moment, nos femmes vont jusqu'à Rufisque, jusqu'à Kayar pour acheter du poisson. C'est juste parce que c'est contradictoire. Prévu pour durer 7 mois, 4 ans après, le site de transformation est toujours en chantier avec même un arrêt de la DESCOS. Le ministre va instruire ses équipes pour lever toutes les contraintes. C'est une visite de travail qui nous a permis de noter quels étaient l'état des travaux, les difficultés qu'il y a. Et nous donnons instruction à nos équipes vraiment de faire le maximum pour lever toutes ces contraintes afin que ce projet qui tient, qui est important pour le président de la République, puisque c'est lui qui a lancé les travaux, pour que ce projet soit achevé dans les plus brefs délais. Le futur quai de pêche de Mbao sera une opportunité pour l'économie locale. J'ai bien noté, en tout cas, la perception qu'en donne le maire en parlant de centre et non de site. C'est important par rapport à tout ce que ça doit être. Mais également voir le site qui devait abriter le quai de pêche, le projet de quai de pêche que nous nourrissons pour en tout cas cette localité-là. Après Mbao, les quais de Rufisque, Yen et Bargny, où le programme des moteurs subventionnés va être lancé, recevront le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime.
À Rufisque, par contre, la visite du ministre de la Pêche et de l'Économie maritime a été perturbée par des querelles de positionnement des acteurs du quai de Népé. Le ministre les a appelés à l'union pour l'intérêt de la pêche dans leur localité. Écoutons Aliou Ndoye, il est au micro de Babacar Seck. Donc je sens nettement qu'il y a deux cas opposés, et ce qui n'a rien à voir avec les motifs de ma visite. Moi je suis dans une séance de travail qui est faite, qui concerne plusieurs localités. Donc c'est l'objet de la visite. Malheureusement, vous avez un peu vu, parce qu'il y a des acteurs apparemment qui se chauffent entre eux. Je ne veux pas être un objet de dissension entre la même famille, parce que les acteurs sont les acteurs de la pêche. Donc je trouve cela très regrettable. Et ceux qui sont à l'origine de cela sont en train de travailler contre le département et contre le secteur de la pêche. C'est ça la réalité. Alors, il faudrait que les gens assument et affirment clairement quel est l'objet de leur démarche. Donc c'est ça, je suis navré parce que pour moi, quand je viens dans ces localités, je viens chez moi, je viens au sein de ma population, au sein de mes parents. Donc voilà, j'aurais aimé pouvoir calmement échanger avec les femmes, avec les pêcheurs, avec les mareyeurs. Il y a des difficultés. Notre secteur est impacté. Quand des gens partagent un secteur d'activité, on écoute le ministre. L'unité est importante. On règle mieux les problèmes en étant unis qu'en étant divisés. 5 septembre 1895, 5 septembre 2020, voilà 125 ans que Cheikh Ahmadou Bamba a été exilé au Gabon par les colons après le conseil privé dans le bureau du gouverneur de l'AOF à Saint-Louis du Sénégal à l'époque. Un rappel historique s'impose en ce jour commémorant la prière des 2 rakas de Ndar. Le récit est signé Cheikh Sall. La vérité s'éternise alors que l'erreur, même à son paroxysme, finit toujours par s'évanouir. Parole du Cheikh. Nous sommes en 1895. Alors que les colonisateurs français finissent d'anéantir toutes les résistances armées, le conseil privé de l'administration coloniale déclare l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. C'était précisément le 5 septembre 1895 à Saint-Louis du Sénégal. L'histoire a surtout retenu de ce jour la tempérance du Cheikh dans sa défense contre les chefs d'accusation qui lui furent exposés, mais surtout le cœur qu'il eut de parapher au bas du document qui lui fut tendu, la sourate Ikhlas, symbole de l'unicité absolue de Dieu, en guise de signature, mais surtout celui d'effectuer 2 rakas devenu célèbre sur le lieu même de la dite séance. En décidant de l'exiler au Gabon, les colonisateurs avaient pour objectif de faire oublier son enseignement au Sénégal, comme en atteste cet extrait du rapport du Conseil privé du 5 septembre 1895. Je le cite. Le Conseil privé, après avoir entendu les rapports de Moussé, Merlin et Leclerc, et fait comparaître Ahmadou Bamba, a été d'avis à l'unanimité qu'il y avait lieu de l'interner au Gabon jusqu'à ce que l'agitation causée par ses enseignements soit oubliée au Sénégal. Aujourd'hui, après près de 8 ans d'exil au Gabon, des années de résidence surveillée à Thiéyène au Sénégal et plus de 5 ans d'exil en Mauritanie, l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba est plus que jamais perpétué au Sénégal, mais aussi dans bien des pays à travers les 5 continents. La famille Layène de Malika est divisée sur la gestion des finances du pèlerinage de Ngadjaga de l'année dernière. Le fils du Khalif général des Layènes accuse basé à Malika plutôt, accuse le comité d'organisation et demande un bilan compte rendu. Mamadou Lamine Fati. La gestion de l'organisation du pèlerinage de Ngadjaga de Malika divise. Après la cérémonie de l'année dernière, la famille du Khalif des Layènes exige un bilan. S'ils vont jusqu'à annuler le pèlerinage de Ngadjaga, il faut qu'ils nous annoncent, qu'on puisse s'asseoir autour d'une table pour décider ensemble. Et avant ça, moi je demande une évaluation. On devait évaluer. Pourquoi ils refusent d'évaluer? Donc il y a quelque chose qui cloche. En plus, au niveau de la banque, il y a de l'argent là-bas. Combien il reste? Combien ils ont dépensé? Combien ils ont gagné? Tout cela doit être clair. Ceux qui ont droit à la signature doivent nous expliquer ce qui se passe. Mes frères et moi, on va convoquer une réunion pour demander des explications au comité de nous éclairer
s'éclaircir sur la situation. Et les trésoriers pourront nous dire où est-ce qu'ils ont pris l'argent, combien ils ont dépensé, combien il reste. À cause de la pandémie de Covid-19, le pèlerinage de Ngadjega n'a pas eu lieu cette année. Une cérémonie à l'honneur du fondateur du Tariqa Layen, célébrée chaque année au lendemain de la Tamkharit. Une occasion pour le comité d'organisation de récolter des fonds pour les travaux du site. Des fonds qui ont été détournés, selon le fils du Khalif à Malika. Mais dans le 2 millions, 2 millions il y avait des gens qui nous donnaient parfois 2 millions, mais ces 2 millions-là, on ne sait pas. Est-ce qu'on l'a pris ou on ne l'a pas pris? Cela fait 2 ans qu'on n'a pas fait d'évaluation. Parce que chaque fois qu'on organisait le pèlerinage de Ngadjega, on prenait de l'argent qu'on donnait au Khalif général. L'année dernière, c'est dans la dispersion que cela a été fait. Et la dernière fois, on ne l'a pas fait et les choses se sont stagnées. Malika est divisé sur la gestion des fonds du pèlerinage de Ngadjega. Le comité d'organisation est interpellé sur le bilan de l'organisation de l'année dernière. Et le responsable du comité d'organisation indexé dans cette affaire ne souhaite pas, dit-il, se prononcer pour l'heure. Ziguinchor, les 112 familles déplacées dans l'arrondissement de Niaguis ont bénéficié d'un appui pour leur relogement, une valeur de 40 millions de francs CFA du programme d'urgence et modernisation des axes et territoires frontaliers Puma. Cette dotation composée de matériaux de construction et de vivres, entre autres. Correspondance à Ziguinchor, à Sanba. Après l'Andrak et l'USAID, c'est au tour du PIMA, programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, d'apporter son appui aux populations de Bissine, un appui d'une valeur de 40 millions pour faciliter la réinstallation des familles déplacées dans leur village d'origine. Cette enveloppe a permis à la coordination du PIMA d'accueillir plus de 4250 tôles ondulées, 129 tonnes de ciment, 10 bâches rouleaux, 4000 tons de rogniers et 629 moustiquaires, ainsi que la construction de 4 blocs de latrines pour cette somme de 40 millions. Ce matériel mis à la disposition du gouverneur va permettre, avec l'appui du génie militaire, la construction d'abris pour 112 familles et contribuera à n'en pas douter à l'amélioration des conditions de vie des populations déjà installées. Après l'opération de sécurisation de l'armée qui a permis le retour des populations, le conseil municipal d'Adéane sollicite l'appui des services techniques compétents pour aménager un espace d'habitation. Le conseil municipal d'Adéane se réjouit de l'intervention du gouvernement à travers le PUMA. Intervention qui va promouvoir la cohésion sociale, la reconstruction des infrastructures de base et revitaliser l'économie de la commune. Je tiens également à remercier et encourager les autorités administratives qui ont bien voulu rendre cet appui du PUMA possible. Vous faites un travail exceptionnel et je vous en félicite sincèrement. Je voudrais également remercier nos forces de défense et de sécurité pour avoir facilité le retour des populations en sécurisant les villages de Bissine, Senguer et Bignalom. Enfin, je souhaite beaucoup de courage aux familles de Bissine retournées afin qu'elles puissent se relever de leurs difficultés. Déterminé à accompagner les 13 villages qui veulent retourner, le gouverneur de la région invite tous les partenaires à venir à côté de l'État pour assurer les conditions d'un bon retour. Moi je dis souvent, il est inadmissible que nous soyons là et qu'on regarde des populations qui veulent retourner à leur terroir et qui n'ont pas pu bénéficier de l'assistance des services de l'État. Non, nous serons à vos côtés pour vous accompagner. Nous allons travailler à mettre les infrastructures nécessaires, à mettre en place les conditions nécessaires pour votre retour et votre réinstallation. Les populations de Bissine représentées par le chef de village et l'imam n'ont pas manqué de formuler des prières à l'endroit des autorités qui n'ont ménagé aucun effort pour améliorer leurs conditions de vie. Coronavirus à présent, voici l'essentiel du point du jour. 67 nouvelles contaminations sur un total de 1313 tests. Un décès a été enregistré hier vendredi, 128 patients déclarés guéris et 39 cas graves en service de réanimation.
Toujours en parlant de coronavirus, les ASC de Grand Yoff engagés à bouter le virus hors de leur commune. Une caravane de sensibilisation et de distribution de masques a été organisée dans ce sens. Le professeur Djibi Diakhaté, présent à l'occasion, a salué la pertinence de l'initiative qui, selon lui, permettra d'avoir une approche communautaire dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Ces propos sont recueillis par Souleymane Baye. Navetan Covid a été lancé depuis le mois d'avril au niveau de la zone 7B, donc dans la commune de Grand Yoff, et qui met en compétition 19 ASC. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque ASC a pour mission de développer des activités de sensibilisation, de communication, de proximité, et cela constitue la plus-value qu'elle peut apporter pour gagner la coupe à l'arrivée. Les ASC sont sur le terrain, font du porte-à-porte, distribuent des masques, surveillent les zones à risque, les boutiques, les multiservices, etc. Mais ce qui est le plus important, c'est que les ASC travaillent en coordination avec les chefs de quartier, avec les Badjanougor, des ASC qui étaient sur le terrain avec une compétition âpre et des fois même des coups de poing, etc., sont aujourd'hui côte à côte et non pas face à face pour mener ensemble le même travail de sensibilisation et faire en sorte que le coronavirus n'existe plus au niveau de la commune de Grand Yoff. Alors, ce que nous sommes en train de développer comme modèle, vous avez vu que le Sénégal entier est en train de le développer. Nous pensons que c'est une très bonne chose. Tout le monde se mobilise au niveau de la commune et chacun fait de l'affaire sa propre affaire en se disant plus de cas de contamination communautaire ou de cas contact au niveau des HLM Grand Yoff. Abdou Karim Fofana se prononce sur le limogeage de Maître Moussa Diop. Pour le ministre de l'Urbanisme, il faut être rationnel. La priorité se trouve ailleurs, dit-il, mais pas le troisième mandat, non sans inviter ses camarades à travailler pour l'intérêt du peuple. C'était en marge d'un don de sang organisé par les jeunes du Point E. Le ministre de l'Urbanisme est au micro de Cheikh Diop. Vous savez, la démocratie, c'est aussi de la rationalité. La rationalité ne voudrait pas que lorsqu'un chef d'État est élu, 1 an et demi, 18 mois, 19 mois après son élection, qu'on aille porter un débat sur ce qui doit arriver dans 4 ans et demi ou dans 4 ans. Ce que la rationalité, ce que la raison voudrait, c'est qu'on se mette au travail, c'est qu'on voit ce qui est nécessaire pour les Sénégalais. Parce que la politique ne sert qu'aux populations pour réaliser le développement, le bien-être et le bonheur des populations. Mais si chaque année, après l'élection, on commence à parler de politique, à parler d'élection, je pense que c'est malsain. Et je ne le dis pas pour le Moussa Diop qui est un ami ou quelqu'un d'autre, je le dis pour l'ensemble de la classe politique, je le dis aussi pour les médias. La démocratie, c'est des séquences. Il y a une séquence où il faut élire et il y a une séquence où il faut travailler. Nous sommes dans une séquence où il faut travailler. Il n'y a pas d'élection à l'horizon pour l'instant. Nous sommes dans une situation de pandémie. Pourquoi voudrez-vous que tous les 3 mois, qu'il y ait un débat sur le mandat, sur je ne sais pas quoi autre? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une priorité pour les Sénégalais et les hommes politiques responsables. C'est de travailler pour les Sénégalais. On élit un président le 2 avril 2019. Le 2 avril 2020, on commence à parler du 2 avril 2024. C'est irrationnel. Il faut rester les pieds sur terre et avoir les yeux sur les priorités des Sénégalais. C'est le travail, c'est le logement, c'est l'hygiène publique, c'est l'agriculture, c'est l'économie. Wassalam. Direction le Mali, les concertations nationales sur la transition politique s'ouvrent. Ces discussions ont débuté ce samedi 5 septembre, un peu après 10 heures, heure locale. C'est le colonel Malik Diao, premier vice-président de CNSP, qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. Elles se tiennent à Bamako et dans les capitales régionales du pays après le coup d'état militaire du 18 août dernier et rassemblent l'ensemble des forces vives du pays, partis politiques, sociétés civiles et groupes armés signataires de l'accord de paix. Tous doivent poser les jalons de cette transition sous la direction des militaires au pouvoir depuis plus de 2 semaines.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, déclare que 4 pays font face à de très graves crises alimentaires. Selon lui, des millions de vies sont en danger au nord-est du Nigeria, en République démocratique du Congo, au Yémen et au Soudan du Sud. Catastrophes naturelles, chocs économiques et une crise sanitaire aggravée par la pandémie de Covid-19 ont fortement empiré la situation de ces pays touchés par des conflits. Les fermetures de frontières et les restrictions de mouvement auraient également eu un grand effet sur la sécurité alimentaire et la productivité agricole. Le chef de l'ONU a déclaré que les indicateurs clés se détériorent de la même manière dans un certain nombre d'autres pays touchés par des conflits, notamment la Somalie, le Burkina Faso et l'Afghanistan. L'article de la semaine s'intéresse à la santé, boom des cliniques privées, solutions ou problèmes. Tel est l'intitulé de l'article de la semaine. L'auteur du dossier Mapate Nyan du quotidien L'Info, il s'est intéressé particulièrement aux établissements privés qui poussent et fleurissent comme des champignons dans la capitale. Les détails avec El Hadj Malik Cissé et Moussa Fall. À Dakar, les cliniques privées se multiplient. Une croissance soudaine qui n'a pas surpris nos confrères du quotidien L'Info. C'est un choix qui a été fait au niveau de la rédaction. Donc on en a parlé parce qu'on a fait le constat quand même que les cliniques privées, étaient assez nombreux au niveau de Dakar et sur le territoire national. Donc c'était un sujet qui a été nourri au niveau de la rédaction et je me suis porté volontaire à le faire. Donc durant cette enquête, on a eu à avoir pas mal d'informations sur la floraison des cliniques privées. Donc au niveau de Dakar, rien qu'à Dakar, on a eu 1424 structures privées. Et vous avez bien entendu, les chiffres est sans appel. 1424 structures privées dans le domaine de la santé sont installées dans la capitale. Mais alors, qu'est-ce qu'une structure privée? Quand on parle de structure privée, ça englobe bien entendu les cliniques paramédicales, donc et les dépôts, pharmacies, hôpitaux privés. Donc c'est ça qui constitue de manière générale les structures privées. Il y a aussi de l'autre côté le secteur public qui constitue les hôpitaux. Donc on a constaté que la floraison des cliniques privées est assez perceptible. Dans chaque coin de rue, on note une clinique. Maintenant, est-ce que cela répond bien entendu aux standards fixés par le ministère de la Santé ou peut-être l'Ordre national des médecins? Donc c'est ça qui a valu peut-être l'intérêt de faire ce dossier. Durant cette enquête, on a eu à avoir pas mal de médecins qui ont des cliniques privées. Ils nous ont expliqué que cette floraison des cliniques privées peut être une vitalité du système de santé ici au Sénégal. Parce que peut-être l'offre de soins dans les services publics ne répond pas aujourd'hui à l'avancée de la médecine. Donc voilà en quelque sorte ce qui explique peut-être cette floraison des cliniques privées. Des établissements privés qui poussent comme des champignons, d'où la nécessité de réglementer davantage le secteur. Pour ouvrir une clinique, il y a des cahiers de charges. Donc le ministère de la Santé a peut-être un organigramme pour la création, de ces cliniques privées. Donc quand vous sortez de la faculté de médecine, si vous n'avez pas peut-être l'accès au niveau des structures publiques, donc forcément, il y a une alternative qui s'offre à vous, c'est-à-dire la création des cliniques privées. Mais cette création répond à des normes. Donc si vous voulez peut-être une clinique chirurgicale, il y a des cahiers de charges à respecter. Donc sur cette base-là, je pense qu'il y a une réglementation qui s'y est et l'Ordre national des médecins et le ministère de la Santé s'activent sur ce point-là. Au niveau de Dakar, ce qu'on note, c'est qu'il y a beaucoup de structures privées de santé.
les pharmacies, les hôpitaux privés, paramédicaux comme chirurgicaux, donc fleurissent au niveau de Dakar. Donc rien qu'à Dakar, on a 1453 structures privées de santé, alors qu'à l'intérieur du pays, voilà, c'est assez rare de voir même une clinique. Cette répartition, j'allais dire, au niveau des zones comme Kédougou, Tambacounda, parce que ce qu'on note dans ce travail-là, c'est que voilà, c'est Dakar, Thiès et Diourbel qui englobent la majorité des structures privées de santé. Donc à l'intérieur du pays, vraiment, il y a un déficit, j'allais dire, criard des offres de soins. La floraison des cliniques privées est bénéfique pour notre système de santé, précise dans le journal Dr Fallou Samb, le gynécologue. Par ailleurs, membre de l'Ordre national des médecins du Sénégal, dégage aussi des perspectives pour améliorer le secteur privé national. On a eu à discuter avec le médecin gynécologue Serigne Fallou Samb, donc, qui nous a expliqué, qui a donné son avis sur ce point-là. Donc cette floraison, pour lui, reste une vitalité. Donc je pense qu'on devrait peut-être cesser ce cloison, peut-être, voilà, j'allais dire public-privé. Donc je pense que sur ce point-là, il a beaucoup donné son point de vue. Donc je pense que la répartition entre les cliniques privées et le secteur public de santé, je pense qu'on devrait revoir cela. Donc le ministère de la Santé devrait revoir peut-être son organigramme pour voir comment est-ce qu'on peut mettre un seul système de santé. Donc comme ça se fait dans d'autres pays, à savoir peut-être les pays maghrébins ou peut-être en Europe. Les cliniques privées sont bien présentes au Sénégal. Ces dernières années, elles fleurissent un peu partout à Dakar. Ce qui est incontestable, l'aspiration à une meilleure prise en charge sanitaire se fait de plus en plus pressante. Le succès aidant, les cliniques privées vont encore et encore occuper nos espaces. Cet ancien agent de l'administration sénégalaise qui s'est trouvé en passe-temps, qui est devenu un travail au fil du temps, Ibrahima Gueye, 69 ans, donne une seconde vie à tout appareil électroménager, une récupération qui lui permet d'arrondir les fins de mois. Son portrait est dressé par Abdourahmandi. Ibrahima Gueye, plus connu sous le nom de Baye Gueye, exerce ce métier depuis 9 ans. Il s'est installé ici à Grand Yoff, un carrefour où il récupère des accessoires qu'il remet généralement en état avant de les revendre. Un chômeur inspiré. Juste parce que je n'ai pas de boulot. Vous savez, quand on n'a pas de travail, on pense à beaucoup de choses. On le fait juste pour éviter d'être inactif. En plus, je n'ai plus d'argent. Et vous savez, pour être un bon commerçant, il faut avoir de l'argent. J'ai été donc obligé de faire autre chose. Le vieil homme tenait auparavant une boutique dans son Fouta natal, une boutique tombée en faillite. Il se rend alors à Dakar pour la vente d'accessoires qu'il achète aux éboueurs. Ce sont des éboueurs qui me fournissent ces matériels. Ils les récupèrent et me les revendent. Parfois aussi, ceux qui ont leur chariot à la recherche de fer dans les rues de Dakar m'en approvisionnent également. Des décodeurs, des hélices de ventilateurs, des onduleurs, entre autres matériels qu'il raccommode et revend entre 300 francs et 1000 francs CFA. Je vends des becs de gaz, par exemple, à 300 francs ou à 500 francs parfois. D'autres matériels, comme les décodeurs, nous les revendons entre 500 francs et 1000 francs. Depuis l'apparition du virus au Sénégal, l'homme de 69 ans ne vend plus comme avant. Son activité commerciale est en chute libre. Ces derniers temps, ça ne marche pas. Auparavant, on s'en sortait bien, mais là, ce n'est plus le cas. Si ça ne marche plus, je crois bien sûr que c'est ce qui est à l'origine de la stagnation de l'économie mondiale. Je peux rester une journée sans vendre un seul matériel et ça peut continuer comme ça pendant 3 jours. Aujourd'hui, il n'attend rien de personne. Tout ce qui l'intéresse, c'est son activité commerciale
qu'il veut rentable. Tout ce que je souhaite, c'est que ce que je vends soit rentable, car au moins j'aurai quelque chose avec moi. Ce qui me plaît surtout dans ce métier, c'est que tu es autonome, tu es sous la responsabilité de personne. Ibrahim Gueye ou Baye Gueye ne s'est pas suffi à vendre des accessoires qu'il remet en état. Il recycle également des barils qu'il transforme en four. Abdourahmane Ly, et je vous le disais à l'entame de cette édition, les pluies qui ont paralysé la capitale, le ministre de l'Assainissement et de l'Eau a tenu à réagir suite aux fortes pluies qui continuent à s'abattre sur l'ensemble du territoire national. Serigne Mbaye Thiam les qualifie d'exceptionnels, non sans rassurer les Sénégalais. Il est joint par Omar Kane. Même si c'était prévisible, parce que hier nous avons reçu des prévisions hydrométéorologiques qui indiquaient que entre le 2 et le 9, nous allons avoir des pluies exceptionnelles sur tous les pays du Sahel. Et la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est une situation aujourd'hui qu'on peut observer dans les pays alentours du Sénégal. J'ai reçu les images satellites de la météo à 18h qui indiquaient qu'il pleuvait sur tout le Sénégal et sur toute la bande du Sahel jusqu'à Sierra Leone. Ce sont maintenant des pluies exceptionnelles, des quantités d'eau qui sont tombées dans des localités en 9 jours, et ce n'est pas encore terminé, je veux dire entre 6h du matin et 18h, et ce sont ces quantités d'eau qu'on observe quelquefois sur 3 mois de pluie qui sont tombées en 9 jours sur des localités du Sénégal, sur beaucoup de localités du Sénégal. Je peux citer l'exemple de Joal, qui est à 162 mm de pluie entre 6h du matin et 18h. À Sangalkam, nous avons eu 177 mm de pluie. À Thiès, nous avons eu 124 mm de pluie. Et nous l'avons dans beaucoup d'autres localités du pays qui sont des pluies exceptionnelles que nous avons eues, qui dépassent à la limite les moyennes qu'on peut observer quelquefois sur 30 ans. Et en un seul jour, de façon continue, de 6h du matin à 18h. Donc, face à cette situation-là, nous avons aujourd'hui beaucoup de rues, de maisons, même de quartiers qui sont sous les eaux. Je pense à ces populations. Je leur envoie un message de réconfort du gouvernement pour leur dire aussi que le gouvernement et l'administration ne restent pas les bras croisés. Que ce soit les autorités administratives, gouverneurs, préfets, sous-préfets, que ce soit en particulier la brigade nationale de sapeurs-pompiers. Les gens n'ont pratiquement pas dormi parce qu'il y a eu des localités où c'est la nuit. Le dispositif de pompage est en cours actuellement. Le dispositif de prise en charge des urgences est en cours. Mais ce dispositif se déploie au moment où il continue à pleuvoir. Donc, si une quantité d'eau est pompée pendant 1 heure, la même quantité d'eau se reconstitue pendant que la pluie est en train de s'abattre sur notre pays. Oui, le curage a été fait parce que ceux qui parlent de curage, d'abord, c'est ceux qui sont privilégiés. C'est ceux qui ont un réseau d'assainissement. Parce qu'il y a des localités où on n'a pas ces canaux qu'on peut même curer pendant l'hivernage. Donc, ce curage pré-hivernal a été fait. Mais vous savez, dans tout pays du monde, les infrastructures qu'on construit, les infrastructures sont dimensionnées pour une certaine normalité ou bien pour des événements exceptionnels, mais à un certain niveau. Aujourd'hui, l'ensemble des investissements qui ont été réalisés dans le cadre du plan décennal de lutte contre les inondations, ces localités où ces investissements ont été réalisés, ce sont des localités qui n'ont pas souffert beaucoup de ces pluies d'aujourd'hui ou qui n'en ont pas pratiquement souffert. Je venais de parler avec des gens qui se trouvent dans des localités où l'État a investi depuis 2012 dans le programme décennal de lutte contre les inondations. Ces localités-là me disent qu'elles n'ont pas connu les difficultés que les autres connaissent en ce moment-là. Ainsi se referme ce journal. Merci de choisir ITV pour vous informer. Je vous retrouve demain à 19h45. Bonne suite de nos programmes et bonsoir.